Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Jean-Louis Bentoussan qui est avec nous, président du GROG. Oui, du réseau GROG. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, pour commencer, avant de rentrer un peu plus dans les détails, ce qu'est le GROG? Donc c'est les groupes régionaux d'observation de la grippe, donc comme son nom l'indique, il y en a dans chacune des régions. C'est composé de médecins généralistes, de pédiatres, de pharmaciens, de médecins militaires, de médecins du travail, d'un certain nombre d'intervenants comme ça, qui recueillent des données qui permettent de surveiller les épidémies de grippe. C'est pas uniquement pour le H1N1 qu'on s'est mis en place, on existe depuis plus de 20 ans. Et donc, au-delà de ces données qui sont recueillies sur le papier, j'allais dire, nous faisons également des prélèvements chez un certain nombre de patients qui nous permettent aussi de surveiller la présence ou non d'un certain nombre de virus en circulation dans la saison grippale et maintenant tout au long de l'année. Pourquoi la grippe en particulier? Qu'est-ce qu'elle a en particulier, cette maladie? La grippe, parce que c'est une maladie qui est à la fois passionnante et en même temps qui est banalisée dans la population. C'est-à-dire qu'avoir une grippe, on a l'habitude de dire c'est rien, je me repose, je tousse un peu, etc. Alors qu'en fait c'est un fléau mondial depuis un certain nombre d'années, on le sait, sûrement depuis plusieurs siècles. Il y a sûrement eu des pandémies depuis très très longtemps, mais on n'a aucun moyen de le retrouver. Mais on sait qu'une pandémie grippale, c'est quelque chose qui peut tuer des millions de personnes sur la planète, et donc tous les virologues, tous les infectiologues sont très attentifs à ce virus tout à fait particulier parce qu'il change en permanence, il bouge en permanence d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Il est chez l'animal, il est chez l'homme, il se combine entre les deux. Voilà pourquoi la grippe est plus particulièrement surveillée dans notre planète. Bon, on reviendra sur le H1N1 après, mais juste la grippe en elle-même, vous parliez de pandémie, ça c'est possible aujourd'hui en France à l'heure actuelle? C'est-à-dire qu'on y est dans une pandémie. La définition d'une pandémie, c'est un virus le même qui se retrouve dans la quasi-totalité des pays du globe. Ça, c'est le cas depuis le 24 avril dernier. Donc on est en pandémie. Alors cette pandémie, elle a une particularité cette fois-ci, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être plus mortelle que les grippes normales, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne surprise que nous avons eue parce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit plus mortelle que ça. Ceci étant, et c'est pour ça que les prélèvements sont importants pour surveiller le virus lui-même, il peut évoluer, il peut bouger et il peut devenir plus mortel ou plus virulent qu'il n'est aujourd'hui. Voilà, donc on est dans une pandémie en termes de nombre de personnes touchées, mais on n'est pas dans une pandémie comme on pourrait l'entendre en termes de millions de morts. Ceci, c'est évident. D'accord, vous parliez d'évolution de la maladie. Comment elle évolue? Comment elle mute, cette maladie? C'est assez compliqué, même moi qui ne suis pas virologue, moi je suis généraliste, mais je participe à la santé publique, donc il faudrait poser cette question demain pour avoir des réponses plus pointues à des virologues. Mais en fait, le virus de la grippe contient un certain nombre de séquences, de toutes petites séquences à l'intérieur de son chromosome, on va dire pour aller vite, c'est pas du chromosome, mais c'est un peu la même échelle de grandeur, de taille, et ces petites séquences bougent en permanence à partir du moment où elles vont rencontrer un autre virus grippal ou un autre virus un peu cousin. Bon, ils vont se rencontrer, ils vont se dire tiens, toi tu as ce morceau, il m'intéresse, tu me donnes ce morceau, je te donne ce morceau, et comme ça bouge en permanence. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, pour en finir avec la grippe, elle arrive toujours au même moment. Qu'est-ce qui la favorise finalement? Eh bien, ça c'est une idée reçue qu'on avait, on pensait qu'il y avait de la grippe que l'hiver, et depuis cette pandémie nouvelle, on sait que c'est pas le cas, puisqu'elle est arrivée dès le mois de septembre, même avant, même en août, on a eu des cas en juillet, donc on sait que le froid, alors qu'on pensait que c'était vraiment le froid et l'humidité qui favorisaient son apparition, en fait c'est peut-être pas tout à fait le cas. Il semblerait que même dans une période un peu chaude ou un peu propice, le virus se développe. Ceci étant dit, c'est classiquement plutôt l'hiver, froid, humidité, que le virus se développe, aussi parce que les organismes humains sont plus fragiles, sont plus fatigués dans ces périodes-là. Et donc ils reçoivent plus facilement un virus, ils s'infectent plus facilement. Bon, on va passer au H1N1 maintenant. On y est déjà un peu. Oui, on y est déjà un petit peu. Qu'est-ce qui le différencie réellement de la grippe normale? Mais ce qui le différencie, c'est qu'on ne s'attendait pas à lui, c'est qu'il est nouveau. Donc on n'avait pas de vaccin, et on ne savait pas trop comment il allait évoluer. Et surtout, les premiers communiqués du Mexique et de Californie faisaient état d'un nombre de morts considérable par rapport au nombre de personnes touchées. Donc au départ, on a eu très peur. On a eu très peur qu'on soit vraiment devant une pandémie avec comme je le disais, des millions de morts qui apparaissent.
En fait, ce n'est pas le cas. Les chiffres initiaux étaient un peu faussés par le fait qu'il y avait beaucoup plus de cas hospitalisés. Donc on s'est basé sur les cas hospitalisés, alors que derrière, il y avait des dizaines de milliers de cas bénins comme nous avons ici. Voilà. Donc ça, c'est une première différence. Donc on s'y attendait pas. Alors, il ne faut pas du tout avoir peur, je crois qu'il faut avoir peur de rien de toute façon, parce qu'on est armé pour lutter contre tout, mais par contre, il faut se prémunir. Donc, on a eu la chance de fabriquer un vaccin en 6 mois, ce qui est remarquable, ce qui est un effort de tous les virologues du monde pour aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je comprends assez mal les méfiances sur un vaccin. On a la chance de l'avoir. Je veux dire, si on l'avait pour toutes les maladies, on serait heureux. Là, on a la chance d'avoir un recul de près de 50 ans sur la fabrication des vaccins grippaux, donc on sait faire vite, on sait faire bien, de qualité, les labos ont l'habitude de faire ça. C'est un peu dommage de s'en passer, d'avoir aujourd'hui tout ce délire médiatique autour des supposées gravités du vaccin. Non, ce qu'on calcule quand on vaccine, c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Ce rapport, il est largement favorable au vaccin aujourd'hui, c'est clair, et donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Vous préconisez donc de se faire vacciner pour tout le monde ou juste pour une catégorie de personnes? Non, il n'a jamais été dit que tout le monde devait être vacciné. Il y a eu une commande très large dans notre pays parce que les autorités ont pensé que s'ils commandaient pour la moitié des gens, l'autre moitié allait hurler en disant pourquoi pas moi, quoi. Voilà, donc ils ont voulu commander pour tout le monde, ce qui était un choix politique et pas du tout médical. C'est comme ça. Bon, il y a des autorités politiques, moi je les respecte quand elles sont en place, même si je vote pas forcément pour elles, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui le vaccin est possible pour tout le monde, surtout bien sûr dans un certain nombre de groupes à risque qui ont bien été déterminés, les enfants, les femmes enceintes, les personnes obèses, les personnes atteintes d'autres maladies, un certain nombre de personnes âgées. Ça, c'est les groupes qui vont être vaccinés en priorité. Les professionnels de santé, moi, ça y est, je suis vacciné depuis 3 jours, c'est fait. Donc, ceux-là, il faut les vacciner rapidement pour justement éviter qu'elles soient malades elles-mêmes et surtout qu'elles transmettent à d'autres. Et puis, le reste de la population, les gens en bonne santé, jeunes comme vous, eh bien, ma foi, c'est leur choix. C'est de se dire, est-ce que je peux être susceptible d'être malade et donc je me protège ou je protège un enfant dans mon entourage. Si vous avez un petit frère ou un petit neveu ou autre proche de vous, en vous vaccinant, vous évitez de lui passer la grippe. C'est important aussi de penser à ça. Bon, alors, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que la grippe normale, la grippe qui arrive un petit peu tous les hivers, elle est aussi mortelle. Il y a quand même pas mal de cas. Celle-là, elle risque de l'être aussi, la H1N1, forcément. Elle l'est déjà. Et elle l'est déjà. Est-ce qu'il y en a une plus dangereuse que l'autre, finalement? Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce que le nombre de cas mortels de la grippe H1N1 est sensiblement le même que la grippe saisonnière. C'est-à-dire qu'un hiver normal, on a 3000 morts quand même liés à la grippe. C'est pas rien, 3000 morts. C'est presque autant que les accidents de la route en un an. Ça a l'air banal comme ça, mais il y a 3000 morts tous les ans. Enfin, même avec la vaccination, même avec tous les... 3000 morts, c'est quoi? C'est les personnes âgées en particulier? Et pas forcément. Non, il y a aussi des personnes saines qui font des pneumopathies, qui font des virémies, qui font des maladies graves. Il y a des enfants aussi qui sont un peu fragiles par ailleurs, mais qui meurent de la grippe. Donc on ne meurt pas de la grippe, on meurt de la maladie que va entraîner la grippe. Et on meurt des deux. On meurt des deux parce qu'il y a aussi la grippe, et d'ailleurs le cas de Saint-Étienne, ce monsieur jeune, dans très bonne santé, qui est mort en 48 heures, ce monsieur, il est mort que de la grippe. Il a fait ce qu'on appelle une virémie. C'est comme une septicémie, au lieu d'être un microbe, c'est un virus. Et ce virus a entraîné chez lui une infection telle que son organisme ne pouvait plus lutter contre cette infection et donc il en est mort. Donc la grippe en elle-même, le virus en lui-même, il est potentiellement mortel, il faut le dire, et donc c'est pour ça que tous les ans on vaccine entre 8 et 11 millions de personnes dans ce pays pour la grippe saisonnière. C'est pour réduire cette mortalité qu'on a considérablement réduit, puisque au début, quand la vaccination démarrait, on était plutôt sur des chiffres de 8 000, 10 000 morts par an. Là, on a réduit considérablement cette mortalité. Alors, si le GROG existe, c'est pour faire des observations, c'est peut-être aussi quand même pour anticiper. Cette grippe H1N1, vous l'aviez vu venir? Pas du tout. Non, là je suis franc, il faut être humble. En médecine, on l'avait absolument pas vu venir. On attendait le H5N1 en Asie, on a eu le H1N1 en Californie, Mexique. Voilà, c'est, comme je vous disais, l'originalité de ce virus grippal qui se développe là où il veut, quand il veut. Il ne téléphone pas avant pour dire qu'il va arriver.
Donc ma question d'après qui était de dire est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose d'autre pour l'hiver prochain, vous allez me dire je sais pas. Je vais vous dire je sais pas. On peut aussi avoir, alors là ça serait la gravité, mais la pire aujourd'hui, ça serait une combinaison entre le H5N1 et le H1N1. S'ils arrivent à se rencontrer un jour et à lier connaissance suffisamment, comme je vous le disais, pour se passer des petits morceaux de l'un à l'autre, on peut avoir là un virus particulièrement difficile à gérer et à soigner. Donc je suppose que là il y a déjà des études de fait, bien sûr, de prêtes, il y a des études en laboratoire qui voient ce que ça pourrait donner de façon à se préparer, à préparer éventuellement un vaccin, parce que tout ça, ça fait partie de la stratégie d'attaque et de défense contre ce virus, contre ces virus. Bon, pour finir, le H1N1, finalement là on va en avoir pour combien de temps? Encore une fois, difficile à dire. Là, on se base sur les pandémies précédentes pour analyser les choses. On pense qu'on est au début de la première vague. Les pandémies, les épidémies évoluent souvent en deux vagues. On est au début de la première vague qui devrait durer jusqu'en janvier-février. Et on devrait avoir une deuxième vague. Alors, au printemps, avril-mai, ou beaucoup plus tard, peut-être à l'automne prochain. Ça, c'est les grandes interrogations. Donc, on a vu ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, où il y a eu une vague importante. On va voir s'il y a une deuxième vague dans l'hémisphère sud, et ça va nous orienter sur ce qui nous attend éventuellement. Bon, mais merci beaucoup, Jean-Louis Bentoussaint, d'avoir répondu à nos questions. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour.